Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial du balado plein écran présenté par CISM dans le cadre du prix collégial du cinéma québécois qui célèbre cette année ses 15 ans. Pour l'occasion, on jase avec les cinéastes des 5 courts-métrages finalistes et leurs invités. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Hamel et Alexandra Miotte, cinéastes, pour nous parler de leur percutant film d'animation « Ce qu'on laisse derrière ». Bonne écoute! Bonjour Alexandra et Jean-Sébastien, merci d'être là. Bon matin Ariane. Bon matin, c'est le fun de commencer la journée avec vous. Parler de votre film « Ce qu'on laisse derrière », un film qui est pas super doux, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on en parle, parce que je pense que c'est un film qui a beaucoup de choses à dire. Fait que j'ai vraiment hâte d'en parler avec vous, puis très hâte aussi de savoir évidemment ce que les étudiants et étudiantes vont en penser. J'ai d'ailleurs des questions des étudiants et étudiantes que je vais pouvoir vous poser là, pendant qu'on jase, fait que ça va pouvoir agrémenter tout ça, mais je pense que c'est quand même intéressant de commencer avec la genèse de ce projet-là. C'est votre deuxième fois quand même au prix collégial du cinéma québécois court. Vous êtes les premiers à revenir dans le volet court. Oui, ouais. Fait que c'est une première. C'est bien le fun. Et on a un film quand même qui, je pense, qui explore encore plus loin dans certains codes qui étaient déjà un peu dans un trou dans la poitrine. Là. Il y avait des scènes qui allaient un peu plus proches de l'horreur, puis là, vous êtes allés full-on là-dedans. Fait que j'ai hâte qu'on en jase, mais parler peut-être de la genèse du projet déjà, tu sais... C'est parti d'où ce qu'on laisse derrière? Ce que tu as dit déjà, c'était dans le trou dans la poitrine, il y avait des scènes introspectives un peu d'horreur avec le personnage de Zoé qui vivait beaucoup d'angoisse. Mais ce film-là, c'était une relation à deux où est-ce qu'on explorait le deuil à travers deux visions complètement différentes, mais qui finissaient par se rapprocher. Mais là, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment se concentrer sur l'angoisse en solitaire. Comment on vit une angoisse quand on est vraiment pogné avec, puis ça n'arrive pas à sortir, puis ça nous ronge de l'intérieur. Je suis certain qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont pognés avec des angoisses de toutes sortes comme ça. Puis le film avait commencé... Je peux l'expliquer, en fait. Ouais, vas-y, la genèse totale. La genèse qui a plus un rapport. peu bizarre, oui, mais peut-être que ça peut donner des idées au monde aussi. C'est, mettons, quand je fais de l'animation, je pense que j'étais en train de faire un trou dans la poitrine, puis l'animation, c'est vraiment un processus très long, très plate, c'est pas plate, mais je veux dire très, très répétitif. Fait que je mets des podcasts, j'écoute toutes sortes de trucs. Puis j'en avais écouté un en particulier sur l'attentat qui était arrivé, je pense que c'est en Norvège, sur l'île d'Utoya, je crois que c'est Norvège. Puis il y avait des entrevues avec des gens qui avaient survécu à cet attentat-là. Il y avait eu peut-être 70 plus personnes qui étaient mortes. Là. C'était vraiment un des pires qu'il y a eu. Puis cette personne-là avait dit qu'il avait laissé une partie de lui derrière sur cette île-là. Puis je trouvais que l'image était vraiment parlante. Fait que souvent, c'est ça que je fais. Je travaille, fait que j'ouvre mon petit Word où est-ce que j'ai plein d'idées, puis là, je notais ça. Puis après, à un moment donné, c'est ça, on se disait, bon, on veut comme trouver une idée. En fait, on était en train de faire un trou dans la poitrine. C'est ça. Mais il y a eu comme une sub ouverte spéciale. Puis moi, je suis comme, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est comme, t'es malade? C'est comme, je dis, non, donne-moi, t'as-tu des idées? Puis elle dit, oui, j'ai son carnet d'idées. Puis elle fait juste les lire, genre, celle-là est bonne. Puis finalement, on le soumet, on l'a. C'est à moitié du financement. Petit financement, mais quand même, c'était cool, tu sais, de savoir qu'on peut continuer à s'exprimer. Puis finalement, ça menait nulle part. Quand c'était le temps de le faire, on tournait en ronde. Ouais, c'est ça, parce qu'on voulait pas non plus que ce soit... Tu sais, je voulais pas approprier l'histoire d'un survivant de cet attentat-là. C'était pas notre histoire non plus, mais on aimait quand même la notion, justement, de laisser une partie de soi derrière quand on a un trauma. Fait qu'on réfléchissait, puis Jean-Sébastien, lui, je peux te laisser continuer il est arrivé plus, un événement juste dans les nouvelles qui était super médiatisé, là. C'était l'espèce de gang rape de l'équipe Canada Junior, là. Puis, tu sais, moi, déjà, le hockey, avant, j'ai joué 10 ans au hockey. J'allais à 10 matchs des Canadiens par année pendant super longtemps. Mais ça diminuait tout le temps d'année en année. Comme il y a toujours quelque chose que je trouvais de plus en plus poche. Tu sais, c'est pas des héros, c'est des sportifs, joueurs de hockey. Puis il y a des super bons gars là-dedans, mais il y a une espèce de culture de tabou, de non-dit que moi, j'ai vu aussi dans les chambres de hockey où est-ce que ça se passe, là. Tu sais, des affaires dégueulasses qui peuvent rentrer dans la catégorie viol, là.
puis que si tu dis quelque chose, ben, c'est peut-être toi le next, fait que tout le monde se ferme la gueule. Puis le coach il est super au courant, le capitaine il lead tout ça, puis tout le monde trouve ça génial, là, tu sais. Puis ça, il y a ça aussi, je dis pas que c'est généralisé, mais j'en ai vu, puis je sais que ça arrive. Fait qu'il y a eu ça qui est arrivé, puis là, moi j'ai dit juste comme that's it, c'est ça maintenant le sujet. C'est quelqu'un qui est pogné dans cet enfer-là, puis il sait juste pas quoi faire. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme, on dirait qu'il n'y a pas d'issue. Fait que c'est la jeunesse. Il faut quand même... Ben après, il faut quand même choisir à quel moment on attrape cette personne-là. Comment vous avez parti de cette jeunesse-là, puis choisi, c'est ce moment-là qu'on va aller explorer, où il est adulte, justement. On parle vraiment d'un trauma du passé. C'est sûr que l'idée de ce qu'on laisse derrière puis du survivant est là, mais vous êtes allé sur plusieurs années quand même. Ouais. Comment c'est arrivé que vraiment vous avez décidé que c'est ce moment-là qu'on attrapait du personnage? Je pense que, comme d'habitude aussi, on improvise pendant qu'on le fait. Je crois qu'au début, c'est ça, il y a eu tellement de versions aussi. Puis comme je dis, on était rendu on avait fait le 3/4 du film, puis on n'avait pas encore la fin. Fait que je suis même pas sûre, quand on avait fait le début du film, qu'on voulait le montrer enfant. En tout cas, jeune, là, tu sais, genre 12 ans. Enfin, je pense que ça s'est fait organiquement. On avait commencé, il était adulte, puis il dealait avec ce trauma-là, mais l'idée de l'avoir comme enfant, je me souviens plus à quel moment c'est arrivé, mais c'était pas tout de suite. Mais le truc, c'est que notre approche, on voulait qu'elle soit vraiment psychologique. Puis qui dit psychologique, je pense, on oublie la notion du temps à quelque part quand on parle de notre propre psyché. Tu sais, toi, t'es Ariane d'aujourd'hui, mais t'es aussi Ariane qui pense à demain. Puis tu penses peut-être à Ariane dans plusieurs années, mais tu penses aussi à Ariane de tout ton passé, même s'il n'existe plus, mais il existe en toi quand même. Puis c'est un peu ça la notion du traumatisme qu'on voulait aborder, c'est qu'il fait partie de toi, le traumatisme, même si tu es aujourd'hui, l'anxiété puis la douleur que tu peux traîner en dedans de toi, même si elle est finie complètement, elle est vraiment pas finie parce que elle est là, elle tronche de l'intérieur. Il y a des techniques pour je dirais pas s'en défaire, mais pour l'apaiser, l'adoucir, dealer mieux avec. Fait que ça affecte le futur aussi parce que après ça, notre présent est affecté avec cette angoisse-là. Mais tout ça a commencé, donc on se disait, le film commence, on voit quelqu'un qui est blessé, c'est un film d'animation, tout est permis, fait qu'il manque un morceau dans son cou. Puis ça, c'est la matérialisation de sa blessure qui a déjà été physique, mais qui est la plus grosse blessure vraiment, c'est qu'est-ce qu'il y a en dedans de lui. Puis après ça, il voit à la télé ce qui peut être une nouvelle, on voit une journaliste, puis c'était peut-être comme, OK, le coach a été arrêté, whatever, on se souvient de l'événement, ça n'a même pas d'importance, mais c'est l'élément déclencheur qui fait que le protagoniste, il décide de retourner sur les lieux. Oui, puis de réexplorer. Puis quand on pense à quelque chose qui nous a vraiment dégoûté dans notre vie, peu importe c'est quoi, ou quelque chose de souffrant, on revit toute cette souffrance-là, puis des fois, c'est vraiment viscéral, fait que notre protagoniste, lui, il vomit quand il voit ça. Encore là, c'est juste l'animation. Là. Oui, qui vous permet ça. C'est ça qui est merveilleux aussi. Puis c'est quelque chose que vous aviez utilisé dans Un trou dans la poitrine, vraiment des images très fortes qui révèlent un peu l'intérieur des personnages. Je pense que c'est super de pouvoir traiter d'un sujet comme ça avec ce médium-là qui vous permet toutes ces choses-là. Oui, surtout ce sujet-là, il est tellement délicat que si c'était un vrai acteur, un vrai jeune de 11-12 ans, premièrement, le montrer de façon métaphorique comme on l'a montré, l'abus, ça se fait pas. Donc, comment on le présente, ce serait beaucoup plus graphique. Puis on voulait que ça choque, mais on voulait pas non plus que ce soit nécessairement graphique. Donc, c'est sûr que l'animation, ça nous permet de faire une symbolique qui est différente. Puis ça fait que je pense que ça passe plus aussi, parce que je crois qu'un live aurait été difficile. Ouais, mais en même temps, c'est ça, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Nous, on a vu au premier festival où on est allé, on a vu qu'on était un des seuls qui avait un trigger warning. Ah, quand même. Ouais, puis fait qu'on a quand même compris
qu'il avait raison. Oui, c'est vrai qu'il y en a souvent, mais je suis pas contre non plus. C'est à Clermont-Ferrand qu'on vient de revenir aussi. Ils avaient mis énormément de trigger warning, mais je pense Ils en que mettent c'est à bien. tout aussi, là. Ouais, mais je pense quand même que c'est bien d'avertir, quoique la réponse de gens, en fait, qui ont été abusés a été positive parce qu'on a des témoignages, on a des gens une de mes questions. qui nous écrivent, même des gens qu'on connaît pas, mais qui vont nous... Le plus touchant reste la première à Locarno. Ouais, c'est ça. On sort, tu sais, on est un peu confus. On vient d'avoir notre première, il fait 38 degrés. Puis mais là, il y a une madame, on dirait, qui est soutenue par 2 personnes, puis elle est en larmes complètement, mais on sait pas pourquoi du tout. Aucun lien avec nous, probablement. Mais dès qu'elle nous voit, elle vient nous voir comme... si elle veut nous confronter, puis elle fait juste nous remercier, mais en pleurant, puis en chaudes larmes, là, puis avec de la misère à dire « continuez à faire ce que vous faites là, en italien, anglais. » j'ai des frissons. Ah non, ça devait quand même être tout qu'un moment. Hein. C'était quelque chose qu'on craignait aussi quand on l'a fait, c'est de voir ce serait quoi la réponse de gens qui ont vécu ça. Les gens qui l'ont pas vécu, je peux comprendre, il y en a qui peuvent être choqués et tout, mais les gens qui l'ont vécu, notre but, c'était vraiment pas comme de les retriggerer puis que ça les affecte de façon négative. Fait que c'est sûr que c'était un peu délicat au début, on savait pas, mais pour l'instant, il y en a vraiment plusieurs qui sont venus nous témoigner que ça soit leur faisait du bien ou soit que ça leur rappelait des choses, mais que ça avait pas l'air de façon négative. C'était plus au contraire... Vous comprenez ce qu'on a vécu, vous parlez de ce qu'on a vécu, puis c'est peut-être pas des sujets qui sont abordés tant que ça. Fait que pour l'instant, on est quand même touchés du résultat. Oui, parce qu'il y a beaucoup de violences gratuites là, dans les médias. Oui. Puis moi, en général, la violence de façon gratuite m'intéresse vraiment pas. Là. C'est plus au niveau du divertissement que je peux l'apprécier, mais c'est pas quelque chose que je cherche à faire. Mais là, c'était vraiment plus au niveau de qu'est-ce que ça crée, cette violence-là, dans la vraie vie. Puis comment ça affecte les gens. Puis notre film, juste comme montrer que même si tout est noir, il y a comme des baby steps que tu peux faire. Mais il y a quand même une image très forte pour cette idée-là de libérer la parole aussi, là, que vous avez mis dans le film qui peut, j'imagine, faire du bien à des survivantes, justement, parce que c'est ça qui est mis de l'avant. Le film est très sombre, on plonge dans l'expérience de ce trauma-là, mais je trouve quand même qu'il y a une lueur, éventuellement, dans le film, Oui, on n'aurait pas voulu terminer comme « tout est noir, ça va pas, tu t'en sors pas ». Je sais que pour certaines personnes, c'est le cas, là, tout à fait. Mais le but du film, c'est pas ça. C'est pas d'être complètement nihiliste puis de dire « Regarde, t'as aucun espoir, tout est dark, puis c'est ça qui est ça. » Mais le but du film, c'était aussi pour des gens pour qui tout est dark, de voir comme... Ouvrir une petite lumière, là. Oui, ouvrir la petite lumière. Puis c'est pas nécessairement ceux qui l'ont vécu, mais ceux qui vont le vivre ou qui pourraient le vivre ou qui connaissent des gens, puis... ou des situations où est-ce que ça arrive, parce que on en entend tout le temps, là, des familles qui sont comme « Ah, tu vas pas comme dénoncer ton oncle, là. Ça va vraiment ruiner la famille, là. Ils vont peut-être avoir une séparation, garde ça pour toi, s'il te plaît. » Mais non, c'est juste non. Cette culture du silence-là, c'est bien de la dénoncer aussi. Ouais, puis le film le fait, c'est pas didactique, on est vraiment plus justement dans les émotions, mais c'est ce que ça amène quand même. Parce que c'est aussi un film qui amène le dialogue, je pense. Puis il faut qu'il y ait un dialogue autour, tu sais. Puis nous, mettons, on n'a pas mis de trigger warning pour le prix collégial du cinéma québécois. Donc, j'ai très hâte de voir justement... Je pense que c'est un film qui fait mal, là, tu sais. Puis c'est tout à fait voulu, là, dans la façon dont vous l'avez fait. Mais c'est justement ce qui fait qu'il y a une discussion après qui peut s'en suivre. Puis peut-être des gens, en effet, qui peuvent se dire « Hey, je peux peut-être libérer ma parole, moi aussi. » C'est l'espoir, là, en tout cas. C'est super dur, de parler, parce que c'est considéré comme honteux être une victime, puis encore plus pour un homme, parce que ça va à l'encontre de toute la culture. Toute la culture masculine, c'est d'être fort, tu peux pas être une victime. Les femmes qui ont toujours eu... sont plus des victimes en général, malheureusement, les femmes. Puis mais en contrepartie, pour les aider, culturellement, elles sont plus proches... être plus proches de leurs sentiments est valorisé. Puis les hommes, non. Elles ont du support entre elles aussi. Les femmes, entre nous, je pense qu'on est plus portés à s'en parler. Les hommes, c'est non. ça le problème, c'est qu'un homme qui a été abusé va pas aller en parler à ses amis. Il y a trop de honte. C'est ça. Ouais.
pour toutes sortes de raisons. Puis le film, c'est pas juste sur l'abus sexuel. On a montré quand même quand il descend dans les souvenirs, dans ses souvenirs, ça commence pas par ça. Ça commence par du bullying, ça commence par justement, c'est ça, des bullies qui supportent puis qui encouragent ce climat de violence puis de terreur. Puis de silence, tu sais, parce qu'il place dans une situation où il est complètement isolé. En fait. Exactement. Puis il y a un peu même il y a de l'homophobie là-dedans, qui est pas dans le but d'être homophobe, mais dans le but de dénigrer la valeur de l'humanité de la personne en lui disant, juste en la méprisant pour se relever. En tout cas, il y a toute cette gradation-là que je pense qu'il faut vraiment être conscient que c'est important de... Ultimement, juste quand souvent les victimes qui font tout le processus judiciaire puis qui se rendent en cour puis qui doivent aller témoigner, il paraît que c'est incroyablement difficile, mais pourtant, de le faire, c'est la seule façon pour dénoncer puis que ça arrête. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui se font vraiment condamner non plus dans les agresseurs. Non, c'est ça. Il n'y a pas de vraie justice là. beaucoup. Là. Donc, c'est sûr que ça ne donne pas nécessairement envie non plus d'y aller. Mais... Puis en ce moment, ça parle de ça sans arrêt aux États-Unis. C'est fou. Puis juste avec les Olympiques et tout, je veux dire, oui, on va aller célébrer avec un... C'est fou. On peut le dire pédophile. C'est comme abuseur pédophile. Puis c'est comme il y a une célébration de ça. Fait que quand on parlait de la culture de hockey, qui est la culture du viol et tout, ben, on en a la preuve là. Puis oui, puis elle est ambiante de l'équipe féminine et tout. Fait que tu sais, c'est comme tout. Puis après, le hockey est un super beau sport. Mais il y a cette espèce de shit adjacente qui lui colle comme une peste. Puis ça pourrait ne pas exister. C'est très dur de se départager de ça, mais c'est peut-être avec des pas comme ça, ou en tout cas des gens en ouvrant la parole, en parlant. Ah oui, puis je veux dire... Ça vient de MeToo aussi, MeToo garçon. Tu sais, on peut aussi tourner notre œil, on parle du hockey, mais on tourne l'œil au cinéma, puis c'est comme on est vraiment... C'est pas un milieu... On n'est pas à l'abri, là. Pas du tout. C'est certain. Puis une chose que je trouve intéressante, c'est qu'on parle beaucoup d'images fortes dans votre film, puis tu l'as décrit comme ça. Est-ce que c'est vraiment la première image que vous avez eue en tête, la blessure, le coup, justement? Quand même assez vite, hein? Ouais. C'est très fort, là, comme première image. Ouais, c'était au début, mais c'est ça qui est drôle, par contre, parce que je pense qu'on écrit beaucoup par instinct, parce qu'on ne savait pas nécessairement au début que ça allait être lié à la perte de sa voix. C'est vraiment dans le processus qu'on s'est dit, ah, ben oui, tu sais, vu qu'il y a un trou dans le cou, ce serait logique. Puis là, tout finit par faire des connexions, mais je pense que c'était juste, c'était une image forte. On voulait qu'il lui manque un morceau, que ce soit dans son cou, c'était vraiment une image qui percute dès le début. Puis ça a donné que c'est ça, OK, non, il y a plein de... très bon là-dessus. C'est ça, tu sais, il y a comme plein d'explications supplémentaires qu'on trouve après. Enfin, je pense qu'instinctivement, peut-être, qu'on savait que c'était le bon endroit. C'est certain. J'ai des questions des cégeps aussi, fait que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Une question du groupe du cégep de Trois-Rivières qui voulait savoir, justement, qu'est-ce qui a mené à aborder ce sujet particulier, puis qui demandait plus précisément, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a sensibilisé à cette cause. Tu sais, tu disais un peu que c'était autour de toi, Jean-Sébastien, mais est-ce que comme vous avez... Tu sais, au-delà de ça, en plus, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, est-ce que vous avez essayé d'approcher peut-être des survivantes pour un peu faire de la recherche sur ça, ou vous l'avez plus vraiment fait très instinctivement, justement? Moi, j'avais fait de la recherche, mais étant quelqu'un de super socialement... awkward et très introverti, je vais pas avoir tendance à aller chercher comme de face à face, mettons, mais j'ai écouté beaucoup de vidéos, de témoignages pour des hommes spécifiquement, parce que je pense que les femmes, il y a quand même, on en entend un peu plus parler, mais les hommes, je voulais voir c'était quoi qu'est-ce qu'ils ressentaient, comment ils arrivaient à s'en sortir, c'était quoi les choses, dans le fond, les aspects qui les affectaient le plus en essayant de vieillir. Donc, de ce côté-là, moi, ce que j'avais fait, c'était plus les vidéos. Jean-Sébastien, toi, c'était comme tu disais, plus l'expérience de la culture de hockey. J'avais quand même cherché... j'ai
j'avais quand même cherché comme des témoignages poussés de gens qui avaient été victimes, comment elles se sentaient pendant les agressions. Wow, quand même, Ouais, des trucs comme qui étaient vraiment durs à lire. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a des secrets comme ça qu'il y a eu dans ma famille aussi. Fait que je connais un peu l'environnement que ça peut créer. Puis, bon, moi non plus, j'étais pas le gars, j'étais peut-être un peu étrange quand j'étais jeune aussi, puis, mais surtout très petit. Fait que là, je suis grandeur moyenne comme gars, mais j'ai vraiment grandi lentement. Fait que ce qui est maudit quand t'es petit puis t'es jeune, c'est que les gros caves, ils s'en prennent à toi juste parce que t'es la proie la plus facile. Fait que oui, j'ai vraiment été bullié parce que j'étais tout petit. Puis j'étais cute. mais fait que ça puis fait qu'après, pour moi, c'était quand même, tu sais, le sujet de l'abus, le bullying, c'en est une forme. Après, l'agression sexuelle, c'est peut-être la forme la pire. Mais comme cinéaste, on fait de l'extrapolation constamment. Là, quand on scénarise, on peut pas tout vivre ce qu'il y a à vivre, mais juste par empathie puis compréhension de la nature humaine, où est-ce qu'on est à peu près tous semblables. Ouais. Mais on peut, puis de la recherche, on peut exprimer qu'est-ce qu'on pense que ce serait, mais c'était super touché, puis on faisait super attention parce que, tu sais, on le fait avec énormément de respect pour les victimes de tous les genres, mais quand on a vu les témoignages, que, tu sais, pas juste en personne, mais les emails que je reçois après personnellement, ou les Instagram qui m'envoient, disent « J'ai vu votre film, je suis bouleversé, j'ai jamais vu ma vie dans des images. » Ouais. Il y a une puissance, là. Il y a une puissance, puis ils disent que ça aide au moins à se sentir moins seul. Se sentir vu, tu sais, déjà. Se voir, c'est quelque chose, là, déjà. Ouais, et ça... Fait que c'est un peu ça le background de recherche, puis de où on a puisé. Puis si on veut un peu plus en termes de... Parce que c'est un film d'animation, on est dans une esthétique qui est très précise, je vous dirais. J'aimerais ça vous entendre un peu sur comme le choix des couleurs et tout ça, parce qu'on est vraiment dans une palette qui est très précise. Comment vous êtes allé vers ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est peut-être très intuitif aussi, tu sais? Je pense que oui. J'aimerais ça t'amener tu sais, comme de la théorie des couleurs ou tout ça, mais souvent, oui, c'est assez instinctif. J'essaie de penser... Parle du choix des teintes. Moi, je veux parler du concept du changement après. Bien, le choix des teintes, encore une fois, c'est sûr qu'on voulait du vert, une espèce de vert un peu radioactif, une espèce de côté de maladie, puis de, justement, la radioactivité qui te ronge, puis qui te rend malade des années et des années plus tard. C'était quand même délicat parce que vu que c'était très sombre, de pas que ça ait, justement, que ce soit pas tout noir puis tu vois absolument rien. Fait que je voulais quand même qu'il y ait des couleurs, mais on allait dans le très froid, c'est sûr, dès qu'il était dans l'aréna. Puis plus ça allait dans ce vert très froid. Et à la fin, ça devient des couleurs légèrement plus chaudes, parce que c'est comme s'il revient un petit peu à la vie, finalement. Puis pour le style lui-même d'animation... Un trou dans la poitrine, c'était un petit peu plus cartoon MTV, je dirais. Ouais. Puis je voulais aller dans quelque chose un petit peu plus dynamique. Je trouvais que c'était pas à propos d'avoir quelque chose de trop cartoon. Je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus réaliste. Donc, c'est pour ça que le style, tout en étant étrange et qu'on reconnaît quand même, je pense, le trait de dessin, je voulais que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc, des backgrounds aussi, des arrière-plans qui bougent, mais qui pulsent aussi. Tu sais, que ce soit pas nécessairement bien dessiné non plus. Enfin, je dirais que c'est ça, en gros. Puis il y avait une évolution aussi très consciente une progression, dans le fond, des couleurs. Ouais. Au début, c'est des couleurs un petit peu mauve, c'est sale, mais on est dans l'appartement du gars, puis il y a quand même un certain confort. Puis, tu sais, c'est un... Il est un peu protégé aussi, il est dans sa bulle. Exactement, ouais. Il est dans sa bulle. Ça devient un peu plus désertique, puis aride quand il s'approche à l'extérieur de l'aréna. Puis après, bon, là, ça devient des couleurs plus glauques. Puis toujours de plus en plus sombre, jusqu'au point de non-retour, où est-ce qu'il est dans le personnage qui est dans un non-lieu à la fin. Le non-lieu, évidemment, qui symbolise le fort intérieur. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ce non-lieu-là? Il y a seulement soi-même. Puis, fait que dans toute cette noirceur-là, il y a notre personnage qui est dans son costume d'Adam, puis qui est super lumineux finalement. Fait que là, on est vraiment dans du clair-obscur. Puis, fait que c'est comme, tu sais, pour valoriser quand même chacun de nous, on est une étincelle.
Puis, fait qu'il y avait toute cette évolution-là. Puis le son aussi, c'était le même principe, où est-ce que... Il y a une gradation. Il y a une gradation, puis on s'en allait de plus en plus vers quelque chose de minimaliste, puis méditatif, là. Mais il y avait une question justement de Nina du collège Stanislas qui allait plus justement dans la forme et tout. Puis elle demandait quels enjeux ont posé les passages en vue subjective. Est-ce que ça a été réalisé à partir de templates 3D pour rendre le mouvement? Comment vous avez réfléchi les POV? C'est drôle parce que le POV, c'est quelque chose que je remarque. Je vais plus en parler parce que c'est plus moi qui dessine. C'est quelque chose que je fais vraiment instinctivement. Quand je regarde autant Pas de titre, qui était l'autre film avant, que je regarde Un trou dans la poitrine, celui-ci, puis notre prochain, j'ai comme instinctivement envie de faire du POV, mais c'est vrai qu'en animation, c'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça, à moins que ce soit effectivement du 3D. Moi, je suis nulle en 3D. J'ai essayé d'en faire parce que quand j'ai commencé l'animation, tout le monde disait « Faut que tu fasses du 3D, sinon tu n'auras jamais de carrière à faire du 2D. » Mais j'ai essayé, puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que je me suis dit « Je vais quand même continuer en 2D. » Mais j'avoue que si j'avais... l'outil du 3D, ça m'aiderait beaucoup. Fait que souvent, ce que je fais, des fois, je vais me filmer. C'est pas de la rotoscopie que je fais, mais au moins pour voir comme c'est quoi les angles, ça ressemble à quoi. Des fois, on se costume, on a l'air complètement ridicule. C'est comme, mettons, le gardien, c'est moi qui m'étais costumée, mais je veux dire, je lui ressemble pas du tout. Je leur dessine complètement après, mais juste pour avoir quand même un feeling de comment sont les mouvements et tout. Puis pour le POV, ce qui était très difficile, c'était, entre autres, quand c'était le POV à travers des buildings, parce que j'aime dessiner des personnages, mais je déteste dessiner tout ce qui est environnement. Mais là, j'avais pas le choix, parce que je voulais aussi qu'il y ait le côté labyrinthique un peu et oppressant, puis je pensais que, vu que c'est de l'horreur, quand c'est un POV, t'as l'impression que c'est toi qui le vis, fait que je trouve que ça ajoute beaucoup. Donc, ce que je faisais, en fait, j'allais juste trouver des références sur YouTube, des vidéos super mal filmées, comme en gros grain, tu vois rien, mais je voyais un petit peu, OK, ça ressemble à ça. Donc, je m'inspire souvent de un peu n'importe quoi, dans le fond. Ça n'a pas besoin d'être un beau rendu 3D que je ferais un toon shader dessus pour que ça ait l'air en 2D, là. Mais j'aime ça qu'ils pensent que c'est du 3D. Non, c'est tant mieux, mais c'est beaucoup plus boboche que ça. C'est vraiment fait avec des bouts de ficelle puis n'importe quoi, mais ça donne un feeling quand même pas trop pire, je pense. Ben vraiment, puis je pense que ce qui sort beaucoup, c'est le côté très instinctif de votre façon de créer, là. Je trouve ça quand même super intéressant. Puis c'est un film que j'ai quand même très hâte d'entendre ce que les étudiants et étudiantes vont en avoir passé. C'est quand même... Ce qui est beau avec le prix collégial, c'est qu'ils font pas juste voir les films, les jeunes, ils font quand même aussi en parler, débattre des films et tout. Fait que je pense que c'est un film qui vaut la peine, justement, d'avoir une discussion, puis ça peut ouvrir un dialogue. Je pense que c'est ce qui est souhaité, là. Pour ça que vous étiez... Je suis très, très content que ce film-là soit retenu pour ce prix-là spécifiquement, parce que c'est un public qui est dur à rejoindre, puis là, ça va permettre que vraiment beaucoup de monde voit... Le film est en jazz, d'autant plus, c'est grandiose. C'est grandiose! J'adore! Mais merci tellement d'être venu nous jaser de votre film, puis bien hâte de voir ce que les jeunes en auront pensé. Merci beaucoup. Merci! Cet épisode est présenté dans le cadre du PCCQ qui permet aux étudiants et étudiantes de plus de 60 cégeps de découvrir 10 films d'ici, de débattre et de couronner leur coup de cœur. Merci à la Coop Vidéo de nous accueillir dans leur bureau, à tous les partenaires du PCCQ dont la SODEC et Téléfilm Canada. Merci au comité organisateur et aux profs impliqués dans les cégeps.